Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Bande Touche, votre deuxième numéro de la saison. Aujourd'hui est un jour spécial, nous avons du public, vous pouvez vous applaudir, merci d'être là. Dans cette émission, nous aurons le Flash Info, le débat, un redoutable et redouté quiz d'actualité auquel vous pourrez participer, cher public. À mes côtés, Marc. Bonjour Manuel. Axel. Bonjour Manuel. Benjamin. Bonjour Manuel. Et Arthur. Bonjour Manuel. Et on salue aussi Enzo en régie, merci d'être là. Tout est prêt pour commencer, on débute avec le Flash Info de Marc-André. L'essentiel de l'actualité sportive en 2 minutes, Marc. Et on débute avec les derniers résultats de la Coupe du Monde au Qatar. Hier s'achevaient les phases de poule et on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec les phases finales. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu pas mal de surprises. L'Allemagne, la Belgique et le Danemark ou encore l'Uruguay sont d'ores et déjà éliminés, tandis que l'Australie, le Japon et la Corée créent la sensation. Les huitièmes de finale, ça débute dès aujourd'hui avec 2 belles affiches. Les Pays-Bas affrontent les États-Unis à 16h et l'Argentine de Léo Messi rencontre l'Australie à 20h. Pour le match des Bleus, ce sera la Pologne. Rendez-vous demain à 16h. On jouait aussi sur les parquets du Betclic Elite hier soir. Bien sûr, avec un duel des extrêmes notamment entre le leader Boulogne-Levallois et la Lanterne Rouge Fos-sur-Mer. Les Franciliens l'emportent logiquement 96-85, une nouvelle fois portés par leur grand prodige Victor Wembanyama. 32 points, 10 rebonds, plus que jamais promis au premier rang de la draft NBA l'été prochain. Sur les autres parquets, Strasbourg bat Le Portel et quitte la zone rouge. Dunkerque s'impose face au Mans et Rouen ne fait qu'une bouchée de Cholet, 98-72. Et enfin, un vent de fraîcheur sur le parcours du Tour de France. Et une double résolution à prévoir pour l'édition 2024. La mythique arrivée sur les Champs-Élysées à Paris n'aura pas lieu, puisque le Tour s'achèvera ici, à Nice, sur la promenade des Anglais. C'est la première fois depuis 1905 que l'épreuve prendra fin ailleurs qu'en région parisienne. Autre particularité pour cette édition, la dernière étape sera un contre-la-montre et ça change tout, normalement les équipes profitent des rues de Paris, souvent même avec des coupes de champagne, on a l'habitude de le voir, mais sur un contre-la-montre individuel, de grosses différences peuvent être faites et les écarts creusés par les grimpeurs pourraient bien fondre comme neige au soleil. De quoi prolonger le spectacle et nous tenir en haleine jusqu'aux derniers hectomètres. Merci Marc pour ce tour d'actualité, c'est parti pour le débat du jour. C'est l'heure du duel. Le week-end dernier, c'était l'épilogue de la saison de F1. Max Verstappen a célébré officiellement son 2e titre consécutif, mais un événement a capté l'attention du public et des téléspectateurs. C'est la retraite de Sebastian Vettel. Après 15 années en piste et 4 titres de champion du monde, l'Allemand a tiré sa révérence à Abu Dhabi. L'occasion pour nous d'évoquer les légendes de ce sport. La Formule 1 a connu d'illustres champions à travers son histoire, mais qui est, selon vous, messieurs, le plus grand de tous? Comme d'habitude, chaque chroniqueur va avoir 1 minute pour exposer ses arguments et on en débat tous ensemble juste après. Qui veut commencer? Marc-André, le plus grand pilote de tous les temps pour vous. C'est aussi un Allemand comme Sebastian Vettel. Je pourrais me contenter de quelques chiffres pour vous convaincre qu'il s'agit donc de Michael Schumacher, qui est toujours dans le coma malheureusement depuis quasiment 10 ans. 7 titres mondiaux, personne ne fait mieux, même si un certain Lewis Hamilton l'a rejoint. 91 victoires en carrière, 155 podiums, et en rappelant qu'à l'époque il y avait moins de courses chaque saison et donc moins de victoires à distribuer. Il a été capable de gagner le championnat avec 2 écuries différentes, Benetton et Ferrari. Il a marqué le début du siècle de son empreinte en gagnant successivement tous les championnats du monde de 2000 à 2004. Toujours dans les chiffres, quand Michael Schumacher n'a pas eu de problème mécanique, il a fini à 51% du temps sur le podium, donc 1 fois sur 2, il finissait la course sur la boîte et même parfois en tant que vainqueur. Et puis tout simplement aujourd'hui, quand on imagine Ferrari et son rouge légendaire, peu importe la génération, c'est à lui qu'on pense. C'est le plus grand pilote Ferrari, un pilote légendaire et une écurie légendaire, ça ne peut que le propulser au rang de numéro 1. On peut qu'être d'accord en tout cas en termes de palmarès, ça c'est sûr. Arthur, vous aviez un avis sur Michael Schumacher? Oui, c'est sûr, quand on parle de Formule 1, on pense évidemment à Michael Schumacher. Et s'il devait y avoir un Hall of Fame comme au basket, un panthéon de la Formule 1, Michael Schumacher aurait évidemment sa place. Tout à fait, vous êtes d'accord messieurs? J'imagine. Axel, on va passer à vous. Vous allez nous parler d'un pilote au destin tragique. Oui, c'est Ayrton Senna. Alors pareil, moi je vais d'abord évoquer les chiffres. Senna, c'est 3 titres de champion du monde, 41 victoires et surtout 65 pole position. Alors c'est peut-être des chiffres moins impressionnants que ceux de Schumacher ou ceux de Lewis Hamilton, mais il faut se remettre dans le contexte. Senna, c'est seulement 10 ans de carrière. À l'époque, il n'y avait que 16 Grands Prix par saison et son adversaire principal, c'était Alain Prost, lui aussi un des meilleurs. Et en confrontation directe, il lui a quand même pris 3 titres de champion du monde, ce qui est colossal.
Ayrton Senna était surtout ce qu'on pourrait appeler un dieu vivant qui avait le don de repousser les limites physiques de sa machine jusqu'à atteindre à la perfection. On dit souvent que la perfection n'existe pas, mais Ayrton Senna, c'était la perfection incarnée. C'est-à-dire que vous pouvez regarder des heures et des heures de vidéos de n'importe quel pilote. Vous ne trouverez jamais une sensation de vitesse et une beauté telle. Vous ne trouverez jamais une conduite autant impressionnante que celle de Senna. Quand il prend le volant, c'est presque inexplicable ce qui se passe. Et ce que faisait Ayrton Senna, on ne l'avait jamais vu et on le reverra sans doute jamais. Alors pour ces raisons, pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Une belle déclaration d'amour en tout cas, vraiment ça fait plaisir. Avant de débattre sur Ayrton Senna, on va passer à vous Benjamin, puisque vous allez nous parler de son ennemi juré en fait. Oui, tout à fait. Tout simplement, si Alain Prost était le dieu des pilotes, son maître, ce serait Alain Prost. Tout simplement. Ayrton Senna était le dieu des pilotes. Oui, pardon, excusez-moi. Je crie au cocorico parce que tout simplement, Alain Prost, c'est 4 titres de champion du monde, c'est 199 départs, 33 pole positions, 106 podiums et 51 victoires, si on ne parle que du côté comptable. Il était appelé le professeur par tout le monde parce qu'il avait un QI en course qui était juste phénoménal. Il prenait les points là où il fallait. Quand il savait qu'il ne pouvait pas gagner, il se contentait de récupérer les places, de se battre là où il pouvait se battre pour récupérer le maximum de points. Il faut aussi comprendre qu'il a gagné 4 titres, mais dans une génération tout simplement fantastique. Il a combattu contre Senna, mais aussi contre Niki Lauda, Nelson Piquet, Keke Rosberg, Nigel Mansell, entre autres. Et il a quand même réussi à gagner 4 titres. C'est quand même fantastique. Il a égalé le nombre de victoires qui est de 7 consécutives. Donc depuis Jim Clark, ça ne s'était pas vu. Il est tout simplement un énorme pilote et pour moi, il a sa place largement puisqu'il faut rappeler aussi qu'il aurait pu avoir un 5e titre si il n'y avait pas eu cet accrochage tellement célèbre à Suzuka face justement à Ayrton Senna qui ne l'a pas laissé s'exprimer pleinement sur la piste japonaise. On s'en souvient. Je pense que vos deux pilotes, on peut pas débattre de leur légende, on va pas se mentir, ils sont vraiment dans le classement. Par contre, leur rivalité, j'aimerais qu'on en parle quand même. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a une rivalité qui peut s'en approcher ou pas ? La seule, si je peux me permettre, la seule qui pourrait à la limite, mais il faut voir sur la durée, ce serait Charles Leclerc contre Max Verstappen. Faut voir, ça fait peut-être qu'un an que qu'elle existe. Non, ça dure depuis le karting. Oui, c'est peut-être aussi ça qui est différent. En Formule 1, en Formule 1 en tout cas. Arthur, sur cette rivalité la plus grande rivalité de l'histoire des sports automobiles, j'ai l'impression, entre Ayrton Senna et Alain Prost. Une année coéquipier, une année où il pouvait plus se détester. Alain Prost a même quitté l'écurie Williams. Il a refusé Williams pour ne plus être coéquipier avec Ayrton Senna. Donc l'une des plus grandes rivalités de la Formule 1. Arthur, on va rester avec vous pour finir. Votre pilote le plus performant de tous les temps? Le plus grand pilote de tous les temps, je vais parler de Lewis Hamilton. Tout simplement, record de victoires, record de pole position au nombre de 103, record à ex-aequo de titres de champion du monde avec Michael Schumacher au nombre de 7. Lewis Hamilton, c'est tout simplement une conduite quasi parfaite, très peu de défauts. Il a surtout apporté un élan de modernité au plateau de la Formule 1 avec ses tenues un peu extravagantes, mais comme le dit si bien Esteban Ocon, une fois qu'Hamilton est sur le circuit, c'est un véritable professionnel qui ne laisse rien paraître. L'un de ses points forts, c'est aussi son mental d'acier et sa détermination à toute épreuve. En témoigne sa rivalité, on parlait de rivalité entre Ayrton Senna et Alain Prost, sa rivalité en 2016 avec Nico Rosberg, où je pense au Grand Prix d'Autriche, où les deux coéquipiers se heurtent tellement la rivalité était forte. Mais aussi Hamilton, l'un de ses points forts, c'est la pluie. Sous la pluie, c'est l'un des meilleurs. Ayant grandi et roulé sur les circuits de Grande-Bretagne, la pluie, c'est son élément. Et comme exemple, on peut prendre les qualifications au Grand Prix de Hongrie en 2018 ou encore sa victoire en 2016 sous un véritable déluge tropical. Tout à fait. Et avant de débattre, on a Lionel Froissart, journaliste spécialiste de F1, qui avait bien décrit ses capacités mentales et physiques sur la piste. On l'écoute. Je pense qu'il a la vista, la vitesse de Senna en qualification, peut avoir la roublardise d'un Schumacher en course, mais aussi le mode ordinateur-calculateur d'un Lauda ou d'un Prost, et cette capacité à contrôler les courses que pouvait avoir un Jim Clark. Lewis Hamilton pour vous, Benjamin? Déjà, je pense que le débat il est compliqué en vue des différentes machines que tous ces pilotes ont eues. Il faut aussi rappeler, on n'a pas pu en parler, mais Juan Manuel Fangio, illustre pilote, aussi 4 titres de champion du monde. 5 titres de champion du monde qui lui courait en même temps en F2 et en F3 à cette époque, qui est mort tragiquement. Mais pour revenir sur Lewis Hamilton, la comparaison qu'il y a notamment avec par exemple Ayrton Senna et Alain Prost, c'est qu'il est resté tout le temps dans la même étude. Enfin,
il a gagné un titre certes avec McLaren, mais sauf qu'ensuite il est rentré dans une écurie qui est Mercedes, qui a été au-dessus du lot pendant 8 ans à peu près, quelque chose comme ça. Mais surtout, Mercedes a été construit sur les vestiges de Brown GP qui était déjà très grande en 2009 quand il gagne le titre avec Jenson Button. Et le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment eu de concurrence avec quelqu'un qui avait la même machine, puisque ça a toujours été ses lieutenants. On l'a vu avec Valtteri Bottas. Et quand il y a eu un minimum de concurrence avec Rosberg en 2016, il perd le titre. C'est ça qui aurait été dommage, c'est que si on avait vu Rosberg continuer peut-être 1 ou 2 ans de plus, voir comment ça aurait pu évoluer, et on aurait pu avoir une concurrence comme Prost et Senna. C'est vrai. Bon, Lewis Hamilton, plus grand pilote de notre génération, ça on peut le dire. On est tous nés dans les années 2000, pas dans la salle, je crois, si je me trompe pas, mais en tout cas sur le plateau, on est tous nés dans les années 2000. Mais pour finir, on va quand même revenir sur l'homme qui a inspiré ce débat, quand même, c'est Sébastien Vettel. Est-ce qu'au vu des noms qu'on a signifiés pendant tout ce débat, est-ce qu'il a sa place à la table de ces pilotes ou pas, rapidement? Oui, évidemment. Parce que forcément, quand on est quadruple champion du monde, c'est le 4e pilote le plus titré de l'histoire derrière Fangio, Hamilton et Schumacher. En plus, pour nous qui sommes des jeunes nés entre 2000 et 2002, 2003 peut-être même, quand on a commencé à regarder la F1 quand on avait 8-9 ans, on est tombé donc sur Vettel qui gagnait ses 4 titres consécutifs de 2009 à 2013. Plus jeune champion du monde de F1 à 23 ans seulement aussi, il faut le souligner. Donc évidemment, il s'assoit à la table des plus grands. On est d'accord, messieurs? Bien sûr. Entièrement d'accord. Merci, messieurs, en tout cas pour ce débat sur les plus grands champions de la Formule 1. Évidemment, il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Tout le monde a son chouchou. Mais je vous invite chez vous et même dans le public à débattre avec votre famille ou vos amis en espérant ne pas briser des relations quand même. Mais cela ne nous regarde pas, comme disaient les 3 autres, évidemment. On va finir cette émission avec le légendaire quiz d'actualité. Le principe est simple, question, une réponse, on y connaît. Vous avez vu plein de quiz aujourd'hui, donc j'imagine que vous êtes bien rodés maintenant. En public, vous pouvez évidemment y participer. En plateau, je vous attends quand même au tournant. C'est un quiz spécial Coupe du Monde, actualité oblige évidemment. Première question, on parle souvent des buteurs, mais actuellement, qui est le meilleur passeur de la Coupe du Monde? Main levée là-bas. C'est Harry Kane, évidemment. Avec combien de passes décisives? Ah ouais, d'accord, ok, toi t'es vraiment au top, ok, d'accord. 3 passes décisives exactement, sans avoir marqué un seul but pour le moment. Pour le buteur, le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'Angleterre, c'est quand même assez impressionnant. 1 point pour le public. Attention messieurs. 2e question, qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde encore en activité? Dans le public encore. Ça va beaucoup trop vite, oui. Non. Oh, Benjamin? Thomas Müller. Oui, Thomas Müller. Ah bah oui, mais on prend qu'une réponse. Vous savez comment ça fonctionne quand même depuis le temps. Ce sera 1 point pour Benjamin. Bravo pour la passe D en tout cas, c'est vraiment parfait. Thomas Müller, l'Allemand, a inscrit 10 buts en 4 Coupes du Monde. C'est quand même l'Allemagne qui domine ce classement puisque celui qui détient le record absolu, c'est... Oui, ça va, si tu veux faire l'émission à ma place, tu veux. C'est Miroslav Klose, évidemment, bravo pour la culture. Dernière question, messieurs. Écoutez bien, c'est important. Qui a remporté la Coupe du Monde 84? Merci monsieur, vous n'êtes pas tombé dans le piège, ça fait plaisir. Vous un petit peu quand même, hein, vous n'avez pas répondu assez vite. C'était un piège, c'était l'Euro 84 remporté par, avec un numéro 10 qui s'appelle... Je vous aime bien, vous, vraiment je vous aime bien. Victoire écrasante du public, messieurs, vous n'avez pas fait long feu. C'est la fin de ce quiz qui marque la fin de cette émission. Merci messieurs de m'avoir accompagné aujourd'hui, merci à vous d'avoir été présents. Merci à Spotify de nous avoir écoutés, enfin aux gens sur Spotify, parce que Spotify n'écoute pas, je crois. On se retrouve la semaine prochaine, très bonne soirée à vous.